Une question et seulement 2 réponses possibles, oui ou non. Le référendum instauré par Charles de Gaulle en 1958 a marqué la vie politique de la Ve République. Vu tantôt comme un outil efficace d'expression populaire, tantôt comme une arme politique redoutable, il dort depuis 20 ans dans les tiroirs du pouvoir. Mais Emmanuel Macron pourrait bien le remettre sur le devant de la scène. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Au nom du peuple, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, 1958, le référendum fondateur. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Dites non. Ah oui. Plusieurs référendums au sens de l'article 11 de la Constitution. J'espère bien que ce sera le oui. Se prononcer par la voie du référendum. Non. Le grand retour d'un outil politique inutilisé depuis 20 ans. Au début du mois de mai dernier, nous étions presque persuadés que nous allions, encore une fois, retourner aux urnes. Va-t-il demander aux Français de trancher ? Le président Emmanuel Macron pourrait bien annoncer mardi prochain sur TF1 la mise en place de référendums autour de plusieurs sujets. La machine s'emballe, on demande aux Français sur quel sujet ils aimeraient être interrogés, on se questionne sur l'intérêt politique pour le président. La plupart des médias pensent que l'annonce d'un référendum est enfin arrivée, car ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron en parle. Si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum. En 2025, nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. En mai, sur TF1, il faut attendre plus de 2 heures d'interview pour que ce point soit enfin abordé. Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Et donc, il faut plusieurs mois ensuite pour l'organiser. Plusieurs référendums dans les mois qui viennent. Le président évoque différents sujets possibles, mais reste vague. Finalement, l'annonce tant attendue n'aura pas lieu et le référendum ne sera pas tout de suite dégainé. Un mécanisme qui nourrit des fantasmes, des espoirs et des craintes. Mais pour comprendre pourquoi, il faut retourner dans le passé et voir comment ces utilisations successives ont révélé l'ambivalence de l'outil référendaire. Nous sommes le 19 mai 1958 à l'hôtel de la gare d'Orsay. Charles de Gaulle vient de se déclarer prêt à assumer les pouvoirs de la République et répond aux questions à l'occasion d'une conférence de presse. L'un des journalistes lui demande s'il allait garantir les libertés publiques fondamentales. La réponse du général ne se fait pas attendre. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde à tenter jamais ? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Le sens de la répartie de Charles de Gaulle cache de vraies interrogations qui traversent la société. Nicolas Rousselier, historien et auteur du livre « La force de gouverner », nous rappelle le contexte de l'époque. Le contexte peut se qualifier en 2 mots clés. D'abord, il y a le mot de paralysie et le mot de danger. Les 2 mots sont importants à comprendre. La paralysie, c'est la paralysie du régime qui est encore en place jusqu'en 1958, le régime de la 4e République. Ici, c'est une paralysie politique, strictement politique, parlementaire, c'est-à-dire une grande difficulté à trouver une majorité qui soit forte et durable, et donc aussi une très grande difficulté à faire tenir un gouvernement sur plusieurs mois, et on ne parle même pas d'années. Le facteur le plus important qui explique ce blocage, c'est que les groupes parlementaires, les partis politiques sont divisés, parfois même à l'intérieur d'eux-mêmes, sur les questions de décolonisation. Donc 58, nous sommes déjà depuis 4 ans en guerre d'Algérie, et ce pouvoir politique, ce régime tout entier de la 4e, n'est pas capable de choisir clairement une option. Le deuxième élément, c'est le danger. Il y a un danger plus grave encore que la paralysie à Paris, c'est un danger militaire, politico-militaire, d'une émeute qui a commencé à Alger au mois de mai, le 13 mai 1958. L'armée au pouvoir scande la foule qui envahit et saccage le gouvernement général. Un comité de salut public est imposé au pouvoir régulier. C'est une émeute des Français d'Algérie. Et donc l'émeute est une émeute de civils, mais elle peut se brancher aussi sur une émeute de militaires, ou en tout cas avoir un soutien plus ou moins explicite de l'armée française qui est évidemment là-bas et qui combat pour la guerre d'Algérie, contre l'indépendance. Alors que la 4e République agonise, le président de la République, René Coty, prend la parole.
Il appelle à l'aide le seul homme, selon lui, capable de sortir la France de cette situation. Quelle que fût la valeur et le patriotisme des hommes qui se sont succédés au pouvoir, l'État n'a cessé de se désagréger. Nous voici maintenant au bord de la guerre civile. Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant réalisé autour de lui l'unanimité nationale, refusa la dictature pour établir la République. 1958, rappeler le général de Gaulle est à la fois une évidence, bon, surtout quand on connaît le reste de l'histoire, ça paraît une évidence. Dans le contexte de l'époque, c'est quand même aussi une surprise. Alors, le côté surprise, c'est parce qu'il n'est pas si âgé que ça, mais enfin, il est quand même à la retraite, il s'est retiré à Colombey-les-Deux-Églises. Puis en même temps, c'est logique, ce n'est pas une surprise, parce que, compte tenu de l'équation paralysie, danger d'un coup d'État militaire, pourquoi pas une intervention de militaires venant d'Algérie sur Paris. À ce moment-là, il est le seul personnage en France qui soit un grand personnage politique. Il a sauvé la France de la Deuxième Guerre mondiale, mais il est aussi, bien sûr, en premier lieu, un militaire. Il sait ce que c'est que l'armée et il sait ce que c'est qu'une stratégie des événements et des circonstances. Donc c'est, en fait, le seul recours possible parce qu'il est, en quelque sorte, au-dessus de la classe politique discrédité de la 4e République, et le fait d'avoir été à la retraite depuis quelques années est une chance finalement, parce que ça lui donne une allure de celui qui vient. Et l'expression n'est pas galvaudée, l'expression n'est pas exagérée. Il vient pour sauver la République. Charles de Gaulle accepte donc d'enfiler le costume de président du Conseil. Sa priorité, c'est de renforcer les institutions en proposant une nouvelle constitution. Et il a déjà une idée très claire de la 5e République qu'il veut voir advenir. Il a toujours critiqué ce qu'il appelle le régime des partis. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, il y a 2 étages dans la politique. Il y a un étage qui est le marigot, ou au mieux l'arène dans laquelle les partis politiques se combattent. Et il y a un étage supérieur qui, pour lui, est l'étage où la nation doit être à la hauteur d'elle-même. C'est la grande histoire qui ménage un rôle aux grands hommes. Évidemment, il pense à lui, et c'est ce qu'il a été. Donc c'est ça, sa recherche, sa quête. Alors, il a défini un cadre en 1946, dans le fameux discours de Bayeux. On trouve, en fait, le brouillon de la Constitution de 1958. C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française, en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. Il y a toujours évidemment un Parlement. Le Parlement est toujours considéré comme la représentation nationale. Il est élu au suffrage universel démocratique. Mais la grande différence, c'est que au-dessus de cet étage parlementaire de la politique, il y a le chef, qui est cette fois-ci pensé comme tel, qui est pensé comme un chef. Au fond, c'est l'idée que la nation a de grandes choses à faire, moderniser l'économie, moderniser l'agriculture, se doter de l'arme nucléaire, et que ces grands projets ne peuvent pas être laissés à la merci et au risque des débats parlementaires. Pour asseoir cette supériorité du président de la République, plusieurs armes sont à sa disposition dans la nouvelle Constitution. Dans le cas où il n'y a pas de majorité claire dans l'Assemblée nationale, en gros que l'Assemblée nationale met un obstacle à la conduite de la politique de la nation, il faut une arme, dissolution. Alors ça, c'est évidemment une arme redoutable parce que ça entraîne la dissolution de l'Assemblée et ça entraîne aussi un rapport de force en faveur du président par rapport au Premier ministre. Et le Premier ministre, il est choisi, nommé par le président. L'article qui a le plus discuté à l'époque, professeur de droit, professeur de sciences politiques, c'est l'article 16. On retrouve l'idée de plein pouvoir, en période exceptionnelle, en période de crise, au président de la République. Il y a un dernier article qui renforce le pouvoir du chef de l'État, un point très important pour Charles de Gaulle. Il s'agit de l'article 11. Là, on arrive justement à la question centrale de nos épisodes sur le référendum. De Gaulle pense la force du président, son autorité, mais il la pense comme devant être absolument liée au peuple. Donc il s'est ménagé dans la Constitution la possibilité directe pour le président d'enclencher
une procédure de référendum. Alors ça, c'est une arme très importante, c'est créer ce fameux lien que De Gaulle va vouloir maintenir, répéter plusieurs fois, ce dialogue direct, ce dialogue en grand. C'est un peu grandiose, hein, si vous voulez, cette idée qu'on peut avoir un dialogue en direct, en grand, entre le chef de l'État, chef, hein, le mot est toujours voulu par De Gaulle, et puis la nation. Et pour donner tout de suite le ton de la nouvelle Constitution, Charles de Gaulle va se servir du référendum avant même que la Ve République ne soit proclamée. Tout juste 5 mois plus tard, le 4 septembre 1958, c'est le jour de l'anniversaire de la création de la Troisième République. À Paris, la place de la République est remplie. Dans une grande tribune avec inscrit RF pour République française, tout un ensemble de politiques et d'officiels écoute les discours. Bientôt, le général de Gaulle s'avance. Il salue la foule en train de l'acclamer et prend la parole. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. De Gaulle expose donc son projet aux Français et les appelle à aller voter. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France! La tradition républicaine considère que la Constitution doit être en fait un compromis, doit être un phénomène et un produit de la discussion. Ce n'est pas du tout la pensée de De Gaulle. Il ne cache pas du tout que pour lui, c'est la constitution d'un homme. Il faut trouver tout simplement un lien de légitimité qui remplace la discussion par une assemblée constituante. Ce lien de légitimité, il est tout trouvé, c'est le référendum. Ça permet tout de suite d'avoir une constitution qui sera ratifiée par le peuple et qui en même temps, le peuple s'exprime sur la personne qui a fait la Constitution. Les Français sont donc appelés à dire oui ou non à ce texte qui a été rédigé à la hâte en seulement un été. Cette rapidité permet d'identifier la nouvelle Constitution à De Gaulle, mais aussi, il ne faut jamais l'oublier, même s'il est apparu un peu secondaire pendant l'été 58, c'est la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vendre la Constitution de 58, dans laquelle il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans la tradition républicaine, c'est-à-dire un président fort, presque autoritaire, ça se présente aussi comme un outil qui va permettre de sortir de l'ornière du bourbier algérien. Voilà. Donc c'est ça qui est en jeu. Et le timing fait que les oppositions s'expriment, mais elles ne peuvent pas tellement dire quelque chose, puisqu'elles se sont discréditées pendant la fin de la 4e République. La stratégie de Charles de Gaulle fonctionne. Il prend de vitesse les oppositions et les résultats du référendum lui sont largement favorables. Je crois qu'il est très important de dire dès ce premier résultat qu'il faut regarder toujours 2 chiffres. Bien sûr, le premier chiffre qu'on regarde, c'est le résultat brut, oui ou non, qu'est-ce qui l'emporte? Et là, on a un chiffre d'emblée très favorable à De Gaulle, on est à plus de 80% de oui. Mais ce premier chiffre n'aurait pas forcément beaucoup de valeur si on ne regarde pas le deuxième chiffre dans un référendum, qui est la participation. Et la participation, là aussi, elle est extrêmement forte, plus de 80%. Et ce chiffre est peut-être encore plus important, parce que ça veut dire, je fais un référendum, mais j'embarque avec moi pratiquement l'ensemble du peuple. Voilà. Et c'est ça qui va être pendant quelques années le carré magique, enfin la baguette de Gaulle en matière de référendum. Après cette victoire de 1958, Charles de Gaulle s'attaque alors au deuxième grand sujet de préoccupation de l'époque, la guerre d'Algérie. Là encore, il va dégainer l'arme du référendum, d'abord en 1961. Une manière de sortir de la crise, mais aussi de donner une légitimité à son action, car à ce moment-là, le président de la République n'est pas encore élu par le peuple au suffrage universel direct. Donc, première étape, il propose une autodétermination, qui est à peu près quand même synonyme de possible indépendance. Il faut comprendre qu'à cette date, dans l'Assemblée nationale, y compris du côté du mouvement gaulliste, il n'y a pas une majorité très claire, très nette, c'est le moins qu'on puisse dire, en faveur de l'indépendance.
Donc c'est très compliqué d'emprunter la voie parlementaire pour arriver à un compromis, une politique en fait. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que De Gaulle invente une politique par l'action. L'action, c'est lui qui est le seul à en être redevable. Et l'action est légitimée par le référendum. Si vous voulez, c'est l'opposé de la législation. Le référendum pourrait se penser comme une offensive militaire. On sort de la tranchée et on y va, on va au peuple et on lui dit tout de suite, tu me donnes un résultat, oui ou non. Donc, le référendum de janvier 1961, on retrouve toujours ces deux chiffres. Hein. C'est toujours jackpot, un chiffre très positif, 75% pour l'autodétermination, et toujours une très grosse participation, 76% pour la participation. Une fois cette première étape franchie, arrive le temps des négociations avec le Front de Libération Nationale, le FLN. Elles aboutissent aux accords d'Évian en mars 1962. Là aussi, ce n'est pas une ratification parlementaire comme on l'aurait fait sous la Troisième République avec un traité diplomatique, c'est action par le peuple. On appelle le peuple à agir par référendum. Donc 62, avril 1962, alors cette fois-ci le oui est beaucoup plus large, plus de 90%, ce qui en dit long aussi sur l'état de l'opinion à l'époque, ce qui montre très bien que l'opinion était embarquée par De Gaulle beaucoup plus que De Gaulle n'avait pu embarquer la classe politique. L'année 1962 va continuer à être très chargée politiquement. Après ce référendum sur l'indépendance de l'Algérie, Charles de Gaulle est personnellement visé par une attaque. Parti de l'Élysée, 2 voitures foncent vers Villacoublay. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, nouvelle rafale. Les voitures ont passé, c'est fini. Le président survit miraculeusement à cet attentat dit du Petit Clamart et il va s'appuyer sur cet événement pour solliciter à nouveau les Français. Il pense à lui, mais encore plus, en 62, on est, pour son âge, on est à 72 ans. Et il y a eu l'attentat du Petit Clamart quelques semaines précédentes. Donc il y a l'idée que le successeur de Gaulle n'a pas la légitimité venue de la résistance, de la France libre. Il n'aura pas été l'homme de la déclaration du 18 juin 1940. Donc à l'automne 1962, De Gaulle considère qu'il faut en quelque sorte transformer l'essai de 58 en ce qui concerne ce canal de légitimité qu'est l'élection vers le président. Il se dit, au fond, pour vraiment avoir une légitimité complète, il faut l'élection directe. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit. Il veut aller vite, toujours cette idée d'accélération, c'est moi qui fais l'histoire, et il veut de nouveau en faire un test de sa propre popularité. Ce sont donc vos réponses qui me diront, le 28 octobre, si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France. Mais changer de mode de scrutin pour élire le président de la République, c'est réviser la Constitution. Et justement, l'article 89 de cette même Constitution indique qu'il faut, dans ce cas, passer par le Parlement. Mais le chef de l'État ne l'entend pas de cette façon. De Gaulle pense que la Constitution, c'est son œuvre. Que si on change quelque chose à la Constitution, si on met une nouvelle brique dans le mur, c'est lui qui doit la mettre. Et c'est pour ça qu'il va utiliser l'article 11, parce que l'article 11, c'est une arme du président, on ne passe pas par la case Parlement, et voilà, c'est le gaullisme. Vous voyez, quelque chose de direct. Alors, ce qui est ironique, c'est que en choisissant l'article 11, c'est De Gaulle, le père de la Constitution, qui fait une entourloupe, en quelque sorte, au propre texte qu'il avait écrit. Dès le soir, aux Champs-Élysées, les Parisiens suivaient l'apparition successive des résultats. 62,10% des suffrages pour le oui, 37,90% pour le non. Voici donc le général de Gaulle confirmé au pouvoir, à une heure où une crise ne pouvait avoir que de fatales conséquences. Donc en fait, quand on prend la totalité de la série, ça fait 58, 61, 2 fois 62. Et pendant toute cette période-là, en fait, le président, je pourrais dire par boutade, De Gaulle a été élu 4 fois par le peuple. C'est pas une élection présidentielle, il n'y a pas de concurrent, mais malgré tout, ça crée ce lien. Vous imaginez le rythme, c'est-à-dire que tous les 2 ans, en 62, 2 fois dans la même année, les Français sont amenés à
accompagner l'action de De Gaulle. C'est ça qui fait de ces années-là les années un peu magiques de la légende gaulliste, et en même temps, sans vouloir anticiper sur la suite, ça montre aussi l'exceptionnalité de ces années-là. En fait, on voit bien que le référendum est une arme tout à fait forte, efficace, quand il y a une dramaturgie maximale. La dramaturgie, c'est la guerre d'Algérie, il faut trouver une solution, il faut arrêter les frais. Et puis, 62, il faut donner un pouvoir pérenne à De Gaulle et à son successeur. De 1958 à 1962, on assiste donc à une sorte d'âge d'or du référendum. Pourtant, en associant autant cet outil à son nom et à son action, Charles de Gaulle l'a aussi fait tendre vers un plébiscite. Alors, à quel point le référendum est-il toujours une arme démocratique ? La vision gaullienne du référendum a donc laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Et pour en discuter, je reçois en studio Éric Mandonnet, rédacteur en chef du service politique de l'Express. Bonjour Éric. Bonjour Charlotte. Éric, Charles de Gaulle est souvent cité comme modèle par les hommes politiques aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas particulièrement pour son utilisation du référendum ? Oui et non. Comme on ne peut pas répondre à un référendum, oui et non. Mais à ta question, je réponds oui et non. De Gaulle, dont la marque sur les référendums est évidemment essentielle, est cité en modèle par une partie de la classe politique qui considère que le référendum doit permettre au président de se relégitimer et donc qu'il doit en tirer les conclusions en cas de victoire du non. De Gaulle est un modèle. De Gaulle est aussi un contre-modèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont un certain nombre, à commencer par Emmanuel Macron, à vouloir dégauliser le référendum, c'est-à-dire à vouloir faire en sorte que le référendum porte plus sur une question posée que sur la personne qui la pose, pour déprésidentialiser le référendum. Et donc, parmi les partis politiques, qui est pour le référendum ? Beaucoup de partis disent être pour le référendum, d'abord parce que c'est plutôt chic d'être pour le référendum et que c'est toujours compliqué de dire que l'on est contre, comme si l'on expliquait qu'on est contre les élections, ça fait pas très bon genre. Le référendum peut, pour certains partis, le RN par exemple, être la réponse à tout. On ne sait pas trop, référendum. Ensuite, certains partis sont un petit peu plus dubitatifs en disant que les citoyens ne peuvent pas répondre à toutes les questions et qu'un Parlement est aussi fait pour faire de la politique. Le Parti socialiste a une approche plus modérée du référendum et il y en a d'autres dans le socle commun qui considèrent que c'est aux parlementaires de trancher aussi certaines questions et que c'est un peu facile de dire à chaque fois au peuple de choisir. On a cette division et pourtant le référendum, ça correspond à une demande des électeurs. Absolument, on l'a vu dans tous les mouvements récents de la société. On voit bien la distance toujours grandissante entre les responsables politiques et les électeurs. Donc forcément, on se dit que le référendum peut être un moyen d'affaiblir cette distance, mais le référendum fait partie d'un logiciel de verticalité du pouvoir, même si c'est une forme participative. Or, cette verticalité du pouvoir est aujourd'hui remise en cause. C'est pour cela que pour que les électeurs participent plus, sont désormais envisagées d'autres formes de démocratie participative que le référendum qui, encore une fois, est très vertical dans sa manière d'être. La classe politique actuelle est donc assez divisée au sujet du référendum. Demain, on continue à analyser ces scrutins fondateurs et on te retrouvera, Éric, en fin d'épisode. À demain. Pour ne pas rater la suite de cette série, pensez, chers auditeurs, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer ou Podcast Addict. Vous y retrouverez tous les épisodes de La Loupe que vous pouvez écouter aussi sur YouTube ou sur notre site l'express.fr. J'en profite pour vous annoncer un nouveau colloque de l'Express consacré aux entreprises familiales. Il aura lieu le 24 septembre au Théâtre Marigny à Paris. Parmi les intervenants, Jean-Charles Decaux, Sophie Lacoste ou encore Alexandre Ricard. Pour prendre votre place, rendez-vous sur le site l'express.fr. Au nom du peuple est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.